Bien, bonjour. Pour plusieurs, la signature visuelle de Montréal se résume au Vieux-Montréal, à la tour inclinée du Stade olympique ou même à la place Ville-Marie. Pourtant, Montréal possède une caractéristique assez particulière en Amérique du Nord, soit celle de posséder un centre-ville. Conséquemment, nous avons décidé d'inviter Mme Cathy Wong, conseillère de ville du district Peter McGill, mais également la première femme à être la présidente du conseil de ville. C'est dans cette optique que nous aborderons la réalité du district, mais également, nous allons nous aborder avec quelqu'un qui fut également journaliste. Donc, parfait. Donc, la première question que j'aurais pour vous, vous qui êtes dans le fond, on pourrait dire la conseillère du district Peter McGill, comment vous voyez les intérêts et les valeurs des gens qui composent le maillage, dans le fond? Une chose que j'aime beaucoup dire sur notre centre-ville à Montréal, parce que Peter McGill, c'est notre centre-ville, c'est qu'il est habité. Il est habité parce que lorsqu'on se compare, par exemple, à New York ou même à Paris ou à Londres, on ne retrouve pas un centre-ville qui est aussi habité. Nous, notre centre-ville, il ne se termine pas à 17 h ni à 19 h. Là, il démarre à 17 h et c'est là même que la vie commence, le dynamisme arrive. Et donc, on a un centre-ville très riche parce qu'il est habité par ses résidents, par des Montréalais puis des Montréalaises. Mais ça amène toutes sortes de défis parce qu'il y a un travail de cohabitation à faire entre à la fois les résidents, les travailleurs, les travailleuses, les étudiants, les étudiantes. Et donc, ce travail-là est un travail du quotidien. Lorsqu'on regarde ceux et celles qui décident de choisir le centre-ville comme lieu de vie, on voit que c'est un milieu que j'aime souvent dire un milieu de contraste. On retrouve à la fois les gens les plus aisés, puis le centre-ville est très riche dans ce sens-là, où on est des travailleurs, des travailleuses, mais on y retrouve également des poches de pauvreté énormes. On pense notamment aux enjeux qu'on vit par rapport à l'itinérance, par exemple, dans le centre-ville de Montréal. On retrouve également des gens qui habitent depuis plusieurs décennies et même depuis plusieurs générations, mais on y retrouve également énormément de nouveaux arrivants. Et donc, il y a aussi là, il y a un travail de cohabitation à faire. Et donc, moi, je dirais, là, Peter McGill, c'est un enjeu de cohabitation quotidienne. Mais en même temps, c'est des défis qui sont extrêmement stimulants parce que ce sont des défis du 21e siècle. Alors, ce sont les défis d'un centre-ville qui se veut à la fois à échelle humaine, mais en même temps le poumon économique du Québec et même du Canada. Et donc, comment concilier tout ça ensemble? Je vous dirais, j'ai le privilège d'être conseillère de ville et de pouvoir travailler sur ces enjeux-là. Donc, si je résume, vous avez autant des résidents que des personnes qui sont juste de passage durant la journée ou la soirée. Énormément. Et puis, je vous dirais, les personnes qui sont là de passage, c'est de toutes sortes. Ça peut être des travailleurs, des travailleuses, des touristes, mais ça peut aussi être des étudiants qui vont arriver en début de session et quitter à la fin d'une session. Je vous dirais, là, il y a pas mal toujours des matelas qui traînent sur le trottoir parce qu'il y a toujours quelqu'un qui déménage. Là, okay, donc, parfait. Beaucoup de transitions, beaucoup de mouvements. C'est ce qui fait sa force, mais ce qui fait aussi en sorte qu'on a des défis en termes de participation citoyenne parce qu'on sait que lorsqu'on veut encourager la mobilisation citoyenne, mais ça prend aussi un sentiment d'appartenance à un quartier. Et je vous dirais, parfois, dans le centre-ville, c'est quelque chose qui est moins présent que dans d'autres secteurs de Montréal. Je ne veux pas faire de comparaison, mais il y a des arrondissements où la mobilisation citoyenne est très forte, très mobilisée parce que les résidents y habitent depuis 20 ans, 40 ans, tandis que chez nous, bien, il y a beaucoup plus de résidents qui sont là en transition et où le sentiment d'appartenance est encore à développer. Et là, il y a un défi justement en termes de mobilisation. Mais est-ce que ça crée des conflits justement, ce type de situation-là? Donc, on parlait de Airbnb peut-être. Ça crée des conflits et en même temps, ça crée de très belles choses. Je vous dirais, là, il y a beaucoup des deux. Mais en effet, la question du Airbnb est un exemple parfait du type de cohabitation difficile qu'on peut retrouver. De un, il faut le dire, le parc locatif est extrêmement limité parce que les loyers sont souvent trop élevés. Oui. Et ce qui fait en sorte que on a des résidents qui, malheureusement, vont choisir d'autres quartiers pour y vivre parce que ce n'est plus abordable. Mais en même temps, avec l'accès à la propriété, la Ville de Montréal fait beaucoup d'efforts pour que les Montréalais puissent accéder à la propriété, pour que les familles veuillent s'installer au centre-ville. Par contre, malgré ces efforts-là, il y a énormément de propriétés qui, aujourd'hui, se transforment rapidement en lieux de location à court terme, donc, par exemple, les Airbnb, et ça cause toutes sortes d'enjeux en termes de cohabitation. Dans le quotidien, c'est des enjeux bruit, saleté, ça cause aussi le sentiment qu'il y a beaucoup d'inconnus qui rentrent dans votre bâtiment, poubelles, déchets quotidiens. Donc, le quotidien fait en sorte que ces enjeux ont un impact sur le sentiment d'appartenance des résidents dans le quartier. Et à long terme, je vous dirais, l'enjeu, c'est l'accès au parc locatif du centre-ville, où on voit que de plus en plus de résidences qui deviennent des résidences
qui sont louables, et donc de Airbnb, et qui ne sont plus disponibles pour les Montréalais. Quand même, mais j'imagine que justement ce sentiment-là de ne pas être, de ne pas avoir d'appartenance, ni plus ni moins, à votre arrondissement ou votre district, quelque part, doit amener aussi, disons, une pression sur le budget. Oui, une pression, vous voulez dire sur le budget personnel des familles ou le budget de la ville? Le budget de la ville à ce moment-là. Oui, bien, ça amène une pression parce que ça nous amène à réfléchir le logement familial autrement. Tu sais, par exemple, il y a un projet qui s'en vient, qui va être un des plus grands projets de Peter McGill, qui est celui du Children, qui est l'hôpital pour enfants, qui aujourd'hui va être transformé en 6 nouvelles tours d'habitation, donc de logement. Dans ces 6 tours-là, bien, ça nous force à négocier autrement avec les promoteurs pour exiger d'avoir du logement familial, du logement pour aînés, du logement aussi social, du logement abordable, logement étudiant, et d'avoir une mixité dans tous ces types de logements-là. Et oui, en effet, ça nous amène à devoir négocier différemment, mais en même temps, c'est une responsabilité, je trouve, qu'on a en tant qu'élu à la Ville de Montréal, surtout dans le centre-ville, de défendre ce parc locatif-là et de mettre de l'avant les moyens nécessaires pour le garder, pour le préserver pour les Montréalais. Moi, j'ai pas envie d'un centre-ville où le soir, on arrive dans le centre-ville et on a l'impression qu'il y a juste des touristes ou qu'on a l'impression que c'est juste des travailleurs. Moi, ma grande fierté, c'est que lorsqu'on se promène dans le centre-ville le week-end, c'est des résidents qui l'habitent. Et donc, pour le garder, il va falloir mettre de l'avant des programmes pour le faire. Parfait, mais concrètement, ça se résume comment? Des types de réglementations spéciales, des mesures coercitives, dans le cas de Airbnb, il y a un règlement qui a été adopté à l'unanimité au conseil d'arrondissement de Ville-Marie. On a vu des règlements similaires aussi sur le plateau Mont-Royal, par exemple, où au niveau au niveau de la location à court terme, donc de style Airbnb, le territoire va être limité à je vous dirais, à quelques rues dans le centre-ville et où les permis seront limités à ce territoire-là. Malheureusement, l'enjeu aussi, c'est qu'il y a énormément de Airbnb qui ne sont pas légaux, où les permis ne sont même pas demandés et où Revenu Québec, en collaboration avec la Ville, amène beaucoup d'inspecteurs pour s'assurer de la conformité de ces logements-là. Mais malheureusement, c'est très difficile parce qu'à moins d'avoir un voisin qui va le dénoncer. Mais tout ça pour dire que Ville-Marie, on a mis de l'avant ce nouveau règlement-là. Ça a causé quand même beaucoup de frustration, notamment des personnes qui faisaient la location Airbnb. Airbnb s'est mobilisé aussi. Hein, ils ont été présents lors de l'adoption du règlement. Mais en même temps, c'est un travail qui est nécessaire si on veut être capable de trouver un équilibre. Là, sinon, on va se retrouver dans 5-6 ans dans un centre-ville qui n'appartient plus du tout aux Montréalais. Fait que ça, c'est un exemple de règlement qui a été adopté il y a environ, je vous dirais, 4 mois. Parfait. Cet été, ça va être probablement une des premières fois où on va le voir à son plein potentiel, parce que c'est durant l'été que beaucoup de touristes, beaucoup de personnes viennent puis utilisent le Airbnb, et donc on va voir comment ce règlement va s'appliquer, parce qu'il y a quand même des défis au niveau de son application, et il y a même des défis au niveau du nombre d'inspecteurs qui vont être capables de faire les inspections et même de trouver les personnes qui se retrouvent dans l'illégalité. Je comprends. Donc, on a parlé du premier dossier, dans le fond, qui est, on pourrait dire, le dossier de l'habitation. Est-ce que vous voyez d'autres dossiers qui sont prioritaires pour le district Peter McGill? Il y a un des dossiers qui me tient beaucoup à cœur, c'est le dossier des écoles primaires dans Peter McGill. Actuellement, on est un des seuls districts à Montréal où il n'y a pas encore d'école primaire de quartier public. Et donc, actuellement, les enfants qui habitent dans le quartier Peter McGill sont obligés de se déplacer dans un autre arrondissement pour avoir accès à une école primaire, ce qui a un grand impact quand même sur la persévérance scolaire, sur la réussite scolaire, même que la Commission scolaire de Montréal a fait des recherches qui démontrent que le plus de distance ou le plus de temps qu'un enfant passe dans un déplacement pour se rendre à l'école et pour revenir à la maison, le plus sa réussite scolaire a des impacts plutôt négatif. Et donc, il faut vraiment s'assurer que si on parle d'un centre-ville à échelle humaine, il faut s'assurer qu'il y ait des écoles primaires. Et donc, il y a 1 an, le gouvernement du Québec a annoncé la création de 2 nouvelles écoles dans notre district. Ces 2 nouvelles écoles vont être sur la rue de la Montagne et une autre qui est sur le site des Sœurs Grises de l'Université Concordia. C'est une excellente nouvelle pour les résidents parce que ça fait quand même plusieurs années que les résidents se mobilisent pour avoir des nouvelles écoles. Et on dirait que le gouvernement nous a entendus finalement. Okay. Et là, on est dans le lancement de toute cette démarche-là pour imaginer son aménagement, imaginer
aussi le type, parce qu'une des deux écoles va avoir un lab école, et donc ça va être d'imaginer justement l'aménagement de ces écoles-là. Ah, parfait. Est-ce qu'il y a un autre dossier également que vous aimeriez nous transmettre? Oui, il Ouais, y en a beaucoup. beaucoup, Il y effectivement. en a beaucoup, mais si je peux me permettre, un autre Ouais, beau dossier qui s'en vient, c'est oui. celui du centre Peter McGill. Le centre Peter McGill va voir, en fait, ses premiers jours d'environ 4-5 ans, mais on commence à adopter les budgets actuellement. Et le centre Peter McGill, c'est quoi exactement? Alors, il va être situé où le projet du Children se retrouve à l'hôpital des enfants. Ce sera notre premier centre culturel dans Peter McGill et notre première bibliothèque publique francophone. Alors, croyez-le ou non, on n'a pas encore de bibliothèque publique, on n'a pas encore de centre culturel. Comme vous avez, je veux dire, ici, le centre, Frontenac. le Frontenac et tout ça, mais nous, on n'en a pas encore. Et puis, malheureusement, lorsque les familles veulent aller à la bibliothèque, bien, c'est des bibliothèques privées, souvent en anglais. Et donc, ça sera une première. Et puis, c'est là que vous voyez, une nouvelle école primaire, nouvelle bibliothèque, nouveau centre culturel, des logements familiaux. C'est vraiment dans cette vision-là de rendre notre centre-ville à échelle humaine. Parfait. On parle présentement dans le district Peter McGill que plus de 33 de la population parle uniquement l'anglais. Près de 39 de cette même population-là est issue d'immigration de première ou deuxième vague. Et qu'on parle de 12,8 si j'ai les bonnes statistiques, de personnes d'origine iranienne. Avec le nouveau projet de loi sur la laïcité, à ce moment-là, amené par la Coalition Avenir Québec, comment vous transigez, ni plus ni moins, avec ces données-là, puis la réalité de votre district? Je vous dirais, l'opinion, elle ne sera pas seulement la mienne, mais je pense que c'est une opinion qui est partagée par l'ensemble des élus à la Ville de Montréal, où il y a une particularité à Montréal qu'il faut prendre en considération. Et puis cette particularité-là est le fait que 3 personnes sur 4 à Montréal aujourd'hui sont issues d'immigration, sont issues d'une première ou deuxième génération d'immigration, mais que lorsqu'on parle, par exemple, de l'intégration des immigrants, des signes religieux notamment également, de la laïcité, bien, que tous ces enjeux-là touchent principalement Montréal. Et donc, je pense qu'il y a quand même une opinion qui est partagée par l'ensemble des élus à Montréal, comme quoi il y a une réalité à prendre en considération et il y a un défi dans l'application de cette loi-là. Sans rentrer, je veux dire, en détail sur la façon dont les différents élus, et notamment la mairesse ou le chef de l'opposition, se sont exprimés là-dessus, moi, premièrement, comme conseillère de ville, ma plus grande priorité, c'est de s'assurer que les résidents ont accès aux services. Ces services-là, malheureusement, et c'est un fait partout au Québec, souvent sont mal communiqués. Souvent, on n'y a pas accès parce qu'on ne sait même pas qu'ils existent. Au niveau de la francisation, on sait que seulement le tiers des immigrants aujourd'hui s'inscrivent à des cours de francisation, malgré leur gratuité souvent, malgré le fait qu'ils sont très accessibles. Et donc, il y a vraiment un travail à faire au niveau d'informer les résidents, et pas les résidents, mais les immigrants, de l'existence de ces cours-là. Et il y a une chose qu'on ne parle pas énormément, puis que j'ai envie qu'on en parle davantage, c'est la persévérance dans la francisation. Hein. On sait qu'on peut s'inscrire à des cours, mais le fait de durer jusqu'à, je pense que plusieurs niveaux, mais de faire tous les cours de francisation, j'en connais pas énormément et je trouve qu'il y a peu de moyens pour encourager cette persévérance scolaire-là chez les personnes immigrantes. Et il y a tout un travail à faire pour maintenir les immigrants dans les classes de francisation parce que la tentation d'aller sur le marché de l'emploi est très, très, très présente. Et donc, il y a un équilibre à trouver dans ce sens-là. Et donc, moi, je trouve que les défis, ils sont très importants à Montréal au niveau de la francisation, notamment dans mon district, vous l'avez mentionné. Et il y a un travail à faire au niveau de l'information sur l'accès à ces cours-là, sur la francisation. Après, sur ce qui touche les signes religieux, moi, je porterais peut-être mon autre chapeau pour vous parler de ça. C'est mon chapeau à la présidence du conseil municipal. Moi, je vous dirais, mon inquiétude est surtout au niveau du climat dans lequel on débat de ces enjeux-là. Malheureusement, dans les 10 dernières années, le Québec a eu ses hauts et ses bas hein, par rapport aux enjeux de laïcité, d'accommodement raisonnable. J'ai vraiment le souhait qu'on puisse être capable de mieux dialoguer, de même montrer l'exemple, hein, parce qu'on a des voisins dans le sud aux États-Unis, on a des cousins en France où parfois le débat peut aussi déraper. Je pense qu'on n'est pas épargné non plus des dérapages qu'ils peuvent avoir. Moi, le souhait, c'est que ce débat puisse se faire dans un climat sain. Et puis, j'ai vraiment confiance, je veux dire, qu'on a les moyens de le faire. Là. OK, donc peu importe le résultat, pourvu que ça se fasse d'une manière relativement respectueuse. Puis, je pense qu'il y a un consensus qui s'est fait avec le temps, qui est celui de Bouchard-Taylor, et puis qui est, somme toute, là, unanimement accepté par l'ensemble
l'ensemble des élus, accepté aussi à tous les paliers gouvernementaux. Après le débat sur les enseignants, reste à faire. La commission scolaire English Montreal a pris sa position. On va voir comment ça va se dérouler et même comment la loi va être appliquée, hein, parce qu'il y a eu aussi la question de savoir comment est-ce qu'on va s'assurer de son application. Oui. Et en tant qu'élu, c'est toujours un débat qu'on a parce qu'il y a la théorie, mais après, c'est comment on l'applique. Hein. Puis c'est quoi les inspections que vous allez faire, c'est qui va imposer, c'est quoi les amendes. Et donc, moi, c'est les débats que je vais suivre, assurément. OK, assurément. Parfait. Et donc, on parlait de plus ou moins donc, du conseil de ville. Vous avez un rôle, le rôle du président. Quelles sont les principales étapes d'une séance d'un conseil de ville, justement? Juste un petit peu pour rafraîchir la mémoire aux spectateurs, on pourrait dire. Oui. C'est ça. Bien, le conseil municipal peut quand même être long à Montréal. Hein, comparativement aux autres municipalités au Québec, je sais que dans les autres villes au Québec, ça peut durer 3-4 heures, peut-être 6 heures. Nous, ça dure environ 16 heures. Wow, quand même. Parce qu'on a beaucoup de dossiers à la Ville de Montréal. C'est quand même une centaine de dossiers qu'on passe. C'est des millions de dollars qui sont adoptés à chacun des conseils municipaux. Mais c'est quand même des bonnes heures investies dans des débats vraiment passionnants. Les grandes étapes, c'est très simple. On commence toujours par une période de questions, comme on peut voir à l'Assemblée nationale, où le parti de l'opposition met au défi l'administration, leur pose des questions par rapport à l'actualité. Et cette période de questions-là est souvent suivie de plusieurs questions des autres membres du conseil municipal. Et donc, c'est une période d'environ 1 heure où l'opposition, je vous dirais, questionne de façon plutôt sévère, comme on retrouve à l'Assemblée nationale, l'administration. Après ça, bien, on a tout ce qu'on appelle les affaires contractuelles. Et donc, la Ville de Montréal, à tous les mois, donne des contrats en termes de déneigement, en termes de propreté. C'est quand même une enveloppe budgétaire assez importante. Là. Assez importante, exactement. Plusieurs milliards quand même à la Ville de Montréal. Et donc, on adopte la façon dont ces montants-là sont dépensés. Et à chacun des points qui sont annoncés, bien, il y a un débat, si les élus le souhaitent. Et donc, souvent, il y a des débats sur, par exemple, les compagnies qui sont choisies, à qui on octroie ces contrats, les montants, l'inspection qui est faite ou non par rapport au type de contrat qui est fait. Donc, il y a tout un travail de débat parlementaire à ce moment-là. Et ça se termine souvent avec une période de questions du public. Et ça, d'ailleurs, j'aimerais peut-être qu'on puisse en parler davantage parce que c'est une des particularités du milieu municipal où les Montréalais sont invités à venir poser leurs questions. Un accès direct, on peut dire. Directement à l'administration. Hein. Puis, moi, je trouve que c'est un moment qui est important. C'est un droit fondamental de pouvoir poser des questions à notre administration. Et donc, cette période dure 1 heure et demie. On accueille environ une trentaine de résidents de Montréal qui viennent leur poser toutes sortes de questions, que ce soit sur le transport collectif, que ce soit sur l'environnement, sur les parcs, etc. Même qu'il y en a qui en profitent pour exprimer leur opinion sur l'administration. Et donc, c'est vraiment une période qui est très libre. Et puis, l'inscription est plutôt simple, mais en fait, tous les conseils municipaux ont une période de questions du public. Et donc, je vous dirais, là, c'est la partie qui est réservée aux Montréalais. OK, parfait. Et maintenant, si on fait une synthèse à ce moment-là de votre rôle de président du Conseil de Ville de Montréal. Oui. C'est quoi exactement? Bien, moi, je fais souvent la comparaison avec un arbitre pendant un match de hockey. OK. C'est celui qui s'assure de l'équité, là, tu sais, genre de la game. Là, parce Donc, que c'est si rough que ça, on pourrait dire? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Mais quand c'est rough, ben c'est bien d'avoir un arbitre. Mais quand ce n'est pas, ben regardez, tu sais, il est là, puis il s'assure que tout se déroule bien, tu sais. C'est sûr qu'idéalement, le rôle de la présidence est le plus, je veux dire, est le plus subtil possible, tu sais. Mais c'est sûr que les débats étant ce qu'ils sont, et puis je pense que c'est normal qu'il y ait des oppositions, puis c'est même important dans une ville comme Montréal d'avoir une opposition, et donc c'est normal qu'il y ait justement un arbitrage. Moi, ce que je dis souvent, c'est que à Montréal, c'est important qu'on ait une diversité, mais une diversité d'opinion. On parle beaucoup de diversité, souvent en termes de diversité culturelle, diversité religieuse, diversité linguistique, mais une des choses que je défends profondément, c'est la diversité d'opinion. Et cette diversité-là doit pouvoir s'exprimer au sein d'un conseil municipal. Et moi, mon rôle, c'est de s'assurer que la diversité d'opinion s'exprime de façon respectueuse, équitable, et qu'on s'assure que les idées des Montréalais soient exprimées autour de la table. Et donc, c'est sûr que ça demande un arbitrage. Il y a des règlements respectés au niveau de la procédure, des temps de parole, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire.
Et donc, moi, je m'assure du respect de ces règlements-là. Parfait, mais il faut rappeler aux téléspectateurs, vous faites également partie d'un parti à travers ça. Donc, mais comment vous arrivez justement à avoir cette neutralité-là et pas nécessairement d'avoir certaines résonances avec votre parti d'appartenance? Bien, la présidence, la personne qui occupe la présidence vient toujours d'un parti politique, en fait, dans l'histoire de Montréal. Et donc, c'est normal que la nomination soit d'une personne qui appartient à un parti politique. Par contre, on demande souvent à la présidence de quitter son caucus. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait après ma nomination. Je ne participe plus au caucus de mon parti, ce qui fait en sorte que je ne connais pas les stratégies d'attaque de mon parti politique. Aussi, ce qu'il faut dire, c'est que puisque je ne connais pas les stratégies d'attaque de mon parti, bien, en conseil municipal, moi, je suis très novice dans tout ce qu'on va me dire. Ça va être la première fois que je vais l'entendre. Novice, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais ça va être la première fois que j'entends l'ensemble des arguments. Je ne siège ni dans le caucus de l'administration, ni dans celui dans l'opposition. Et donc, c'est ça qui me permet de garder ma neutralité. Mais en bout de ligne, quand j'ai à trancher une décision, je me pose toujours la question à savoir qu'est-ce qui rendrait service à notre démocratie? T'sais? Parce que c'est ça aussi, hein, la présidence. Au service du citoyen, avant tout et pour puis, tout. en fait, la présidence est la gardienne de la démocratie. Alors, qu'est-ce qui va rendre service à notre démocratie et qu'est-ce qui va permettre l'expression de la démocratie? Et moi, c'est ça qui me guide dans mes décisions et non pas des réflexions partisanes. OK, quand même. Et maintenant, donc, on a vu un peu le rôle du président du conseil. On s'est intéressé à la personne qui fait justement cette fonction. Pour vous, Mme Wong, vous êtes la première femme à avoir été élue à ce poste-là. C'est quand même assez notable. Également, vous êtes la première personne, on pourrait dire d'origine asiatique, à accéder à un poste comme ça. Et quels ont été, dans le fond, les défis, justement, durant votre parcours pour arriver à ce point? Bien, c'est une bonne question parce que lorsque j'ai été élue, je n'avais pas réalisé que c'était la première fois qu'une personne chinoise se faisait élire à Montréal. On me l'a appris quelques jours après, puis ma première réaction, c'était « Mais voyons donc, on est en 2017, puis c'est juste en 2017 que c'est la première fois, parce que je veux dire, les Chinois sont quand même à Montréal depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies, et donc ça m'avait étonnée. Et puis la même chose lorsqu'on m'a annoncé que c'était la première fois qu'une femme accédait à au poste de présidence du conseil municipal, ça m'avait étonnée également parce que bon, tu sais, je ne veux pas citer notre premier ministre, mais tu sais, il disait Because we're in 2016 à l'époque. Tu sais, moi, je disais, mon Dieu, nous étions en 2017 à ce moment-là. Et donc, c'est toujours une surprise, mais en même temps, ça nous fait réaliser à quel point il reste des défis et il reste des plafonds de verre à casser. Les défis, je vous dirais, ils sont peut-être très différents des défis que d'autres femmes ont eu à vivre avant moi parce que j'ai eu la chance d'être élue avec beaucoup de femmes. Hein. Vous savez, aujourd'hui, au conseil municipal, on est dans la zone paritaire, alors on est environ 47 de femmes et au niveau de de la ville de Montréal, nous sommes 53 de femmes. Alors, donc, légèrement majoritaire, on pourrait dire. Exactement. Alors, il y a plus de femmes aujourd'hui que d'hommes. Parmi les 103 élus, nous avons une mairesse, je suis à la présidence. Et donc, moi, ma première expérience politique est très teintée aussi par cette présence beaucoup plus nombreuse de femmes. Et moi, j'ai toujours défendu dans mes visions féministes à l'époque, quand je parlais de parité, mais non seulement d'encourager des pionnières à rentrer, donc les premières femmes qui accédaient à des postes de pouvoir, mais de surtout parler de mixité, de l'importance d'être nombreuses, parce que quand on est pionnière, quand on est première, c'est très difficile de changer une culture organisationnelle parce qu'on est seul et on est amené souvent à adopter justement, tu sais, la culture majoritaire et tout ça. Et donc, en tant que féministe, c'était toujours important pour moi de parler de mixité, de l'importance d'être en zone paritaire pour pouvoir amener les enjeux féministes. Et aujourd'hui, bien, tu sais, j'ai été élue non seulement en zone paritaire, mais même en zone majoritaire, je ne sais pas si je peux dire ça, mais on est majoritairement des femmes. Et donc, je vous donne un exemple. Un des dossiers sur lesquels je travaille actuellement, c'est le dossier de la conciliation famille-travail en politique. Parce qu'on sait que les femmes en politique, ou même les hommes, en fait, en politique, n'ont pas accès à un congé parental, par exemple. Tu sais. Et les fonctions étant ce qu'elles sont, mais obligent souvent les élus à travailler le soir, travailler le week-end, ne pas prendre de congé parental après l'accouchement. Il y a eu des situations assez problématiques, là, oui, exactement. Puis même, on m'a demandé si j'allais accepter, par exemple, l'allaitement dans la salle du conseil. Puis on se souvient des images qu'on a vues en Europe, par exemple, où des femmes se faisaient expulser d'un conseil municipal parce qu'elles allaitaient en votant. Oui, notamment en Europe de l'Est. Exactement. Et donc, tu sais, moi, c'est des dossiers sur lesquels j'ai eu la chance de travailler et où je n'ai pas senti qu'il y avait un combat à mener, où il y avait vraiment un désir d'aller dans ce sens-là. Et donc, pour moi, c'était juste de se dire, mais comment est-ce qu'on peut montrer l'exemple? Comment est-ce que Montréal, comme ville, surtout féministe, avec des femmes majoritairement au pouvoir, comment est-ce qu'on peut montrer l'exemple? Et je trouve que
Aujourd'hui, là, je trouve que c'est très positif ce qui se passe. Il y avait 3 élus qui étaient enceintes pendant la campagne électorale en 2017. Les 3 ont accouché en début de mandat. Il y a 2 nouveaux papas qui sont devenus papas dans les 4 premiers mois du mandat à Montréal. Et donc, on s'est retrouvés avec genre 7 nouveaux parents dans les premiers mois et où on était obligés, je veux dire, d'accommoder ces nouvelles réalités-là. Et je pense que d'avoir justement ces nouvelles réalités m'a aussi beaucoup aidé à pousser ce dossier-là. Mais c'était, je veux dire, c'était naturel. OK, quand même. Bien, écoutez, Mme Wong, merci d'avoir répondu aux nombreuses Bien, questions. merci à vous. Merci pour l'invitation encore. Merci. C'est un plaisir. C'était le nôtre.